Salut à tous, épisode 6 avec les Chicago Bulls. On est donc en My League sur NBA 2K20 et on a eu une réussite, je vous renvoie à l'épisode 4, une réussite assez fabuleuse pour la première saison. On est après 12 matchs de la deuxième saison, c'est-à-dire 2020-2021. On va regarder un petit peu les bilans collectifs de ce début de saison. J'aime bien toujours regarder quelques stats bien ciblés qui sont d'abord l'offensive rating. On a une attaque qui est pourrie, faut pas se mentir, mais heureusement cette attaque totalement mauvaise est largement rattrapée, suffit de regarder le net rating, par une très bonne défense. Donc allez, ça va, il y a une cohérence, on va dire. L'adresse extérieure non plus n'est pas démente. Mais on fait avec les moyens du bord. Il y a une identité à cette équipe. C'est plus une équipe défensive, même si elle ne sécurise pas très bien. Elle sécurise bien le rebond. Et justement, pour être en cohérence avec ça, offensivement, elle n'arrive pas non plus à prendre beaucoup de points en deuxième chance. Donc c'est assez marqué. Lavin est évidemment le principal pourvoyeur de points. Kobe White n'est pas mal. Wendell Carter fait son job à 14 et 11, après tout, c'est pas mal. Markkanen est un peu honteux à 13 points, c'est quand même pas possible. C'est pas possible, et puis c'est vrai qu'en sortie de banc, il manque quand même un apport de points. Très clairement, il faudrait définir un sixième homme dans tout ça, parce que le banc n'apporte pas suffisamment, j'estime. Bon, on verra un petit peu comment ça va évoluer. Du côté du poste 1, on a une vilaine blessure pour Kobe White. Bon, du coup, en l'absence de White, c'est Dunn et Satoransky qui assurent le coup. J'avais recruté Josh Hart via un trade avec la New Orleans pour venir comme ça prendre des minutes sur les postes 1, 2, voire 3. J'avais donné un premier tour 2021 protégé et Luke Cornett qui intéressait les Pelicans. Donc voilà, j'estime que j'ai pas trop volé l'IA. Un premier tour contre Josh Hart, ça paraît assez raisonnable. Hutchison, bon, comme backup, c'est pas mal. Michael Luke, je l'ai envoyé en G-League. Porter peut éventuellement interpeller, il faudra sûrement aller se renforcer au poste 3 à l'été 2021 et peut-être laisser partir gentiment Otto Porter. On verra bien d'ici là, en tout cas ce qu'aura donné la saison. Voilà, c'est sûr que Markkanen, il fait pas un très bon début. À l'image de ces deux petites séquences que je vous ai mises, c'est pas génial. Et donc il faudra voir. Et puis sinon, du côté du poste 5, moi je fais totale confiance à Wendell Carter Jr. et j'aime bien le jeune Gafford. Voilà. Ensuite, donc les intouchables. On est en cohérence avec ce que je viens de vous raconter. Il y avait eu un début de saison, voilà, assez bon, avec plutôt des victoires intéressantes, mais on s'était fait totalement éclater la tête face aux Milwaukee Bucks, et ça me reste un petit peu en travers de la gorge. On les recroisera un petit peu plus loin dans l'épisode pour voir un petit peu si on a réagi d'ici là à des Bucks de Milwaukee quand même très fort, et par rapport auquel il y a un vrai défi quand on les joue. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est même plutôt plus intéressant que s'ils étaient faciles à jouer, bien sûr. Alors, on avance, on continue. Tiens, une petite opposition face aux Nuggets. Les Nuggets de Jokic, Murray, etc. Bah tiens, on se fait taper assez facilement par les Nuggets. Dans la foulée, les Cleveland Cavaliers qui nous opposent quelque chose de correct avant de craquer en fin de match. Wendell Carter est touché. Bon, eh bien écoutez, on va quand même le faire jouer, juste en lui réduisant les minutes. Voilà, on continue. C'est en phase de OKC qu'on va arracher ce match. Ça s'est pas joué à grand chose. Dans la foulée, c'est les Hawks. Les Hawks qui avaient fait un très bon tout début de saison et qui commencent déjà un petit peu à s'effondrer. Il leur manque clairement un poste 5 de qualité aux Atlanta Hawks, parce qu'ils ont quelques très bons joueurs,
notamment à Collins et surtout Trae Young. Mais il manque quand même quelque chose, hein, je pense. Très jolie prestation de Markkanen, tiens, contre les Pacers, c'est bien. C'est bien Markkanen qui se met un peu à mieux jouer. Dans la foulée, on se fait prendre par les Wizards. Enfin, en même temps, les Wizards sont renforcés par un très bon rookie, hein, dans la partie. Bon, à la limite, c'est pas les Wizards qu'on peut imaginer. Ils sont pas si à la rue que ça, et on s'apprête à affronter les Brooklyn Nets qui ont un début de saison un peu poussif. On va affronter les Nets. Voilà, je vais jouer le match. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en ce début de saison, en fait, les Nets, pourquoi est-ce qu'ils ont un bilan aussi calamiteux, 9 et 11 ? Quand on a Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est un petit peu étrange, ouais, mais voilà, le problème il est là. Le problème c'est que Kyrie Irving est blessé, donc voilà, et Kevin Durant n'est pas non plus présent sur ce match, lui aussi est un petit peu blessé, donc bon, voilà, on comprend mieux tout de suite pourquoi cette équipe en est là où elle en est, mais quand même, regardez, il va m'arriver un truc qui m'arrive pas très souvent à Touquet là cette année, c'est je vais me prendre une véritable petite fessée d'entrée de jeu. En fait, l'écart va monter. Ouais, on est déjà à 16-5. Il faut dire que les choix sont pas tous forcément bons, hein, au niveau des shoots. Toujours pareil, hein, quand on n'est pas bien dans un match, on a tendance parfois à forcer un peu. Dinwiddie rentre un petit peu tout ce qu'il veut, les yeux fermés. Voilà, ici c'est Harris qui là aussi envoie à 3 points. Bref, on est à 7-23 en un quart temps. Je joue en 5 minutes, hein. 5 minutes, 23 points encaissés. Je crois que ça m'est plus ou moins jamais arrivé. Un quart temps dégueulasse pour nous. Alors voilà, le défi maintenant, c'est d'essayer de réagir face à ça. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais on sait très bien que si on commence à enchaîner les stops, oh là là, c'est pas possible, l'action improbable. Dédé Jordan qui nous a martyrisé littéralement. Si on a une bonne spirale et qu'on enchaîne quelques stops défensifs et qu'on marque en contre-attaque, on sait que c'est toujours gérable. Regardez, on a soudain gratté, c'est pas possible. On est revenu à moins 13 et bam, un Dinwiddie qui nous remet à moins 16. Là, on est à moins 17, il reste une grosse moitié de troisième quart-temps plus le quatrième. Allez, maintenant c'est un petit peu la dernière chance pour essayer de s'en sortir. Donc on va regarder tout ça. Ballon volé par Chris Dunn, très bien, il nous permet de revenir, mais bon, il reste encore plus de 10 points. Moi j'ai toujours tendance à dire, si tu abordes le quatrième quart-temps avec 10 points ou 9 points, enfin voilà, 10 points ou un petit peu moins de déficit, il y a toujours moyen, sur un bon run, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Là c'est Hutchison qui va être un véritable facteur X dans ce match, puisqu'il va nous permettre, lui et d'autres, mais en tout cas il a été très actif. Hutchison est aussi assez productif là, comme ça, voilà, en contre-attaque, il permet de recoller avant même le début du quatrième, hein, puisque regardez, voilà, on est revenu à moins 2 en fin de quatrième quart-temps. Derrière, le même Hutchison qui s'est complètement allumé, le mec est on fire total, va nous permettre quasiment de passer devant. Bon, derrière il y a Dinwiddie qui est dans un très bon jour, hein, faut pas, voilà, appelons les choses par leur nom. Attention, Dédé Jordan face à Zach LaVine, il y avait un mismatch dont l'IA a voulu profiter, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Allez, on est un peu en difficulté là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va appeler un écran, hein, bien évidemment. On va appeler un écran. Waouh! Et Zach LaVine va comme ça pénétrer de manière super efficace. Allez, on est à égalité. Il reste 2 minutes. Le panier, l'accès est bouché pour Zach LaVine qui, évidemment, se sert du relais de Wendell Carter pour ensuite s'écarter à 3 points. Dédé Jordan n'a pas suivi. Derrière, une
gobe encore du rebond, le DD là. Il est juste irrespirable, mais on arrive quand même à le contester. Voilà, ça va peut-être le faire, voilà, sur ce panier de Chris Dunn. Est-ce qu'on est surpris là encore? Pas vraiment. On sait que lui aussi c'est un vrai facteur X sur les fins de match. On a bien dressé la tête, on a remonté donc ce déficit affreux de 23-7 concédé sur le premier quart-temps pour s'imposer au final 52-45, ce qui en extrapolé va donner un score aux alentours des 110 points. Voilà, 110 pour les Nets quasiment, 125-108 avec l'énorme match de Dinwiddie et l'absence quand même de Curry et KD. Donc ça méritera d'être recroisé, les Nets, pour les affronter dans des conditions, je dirais, un peu meilleures pour eux. En tout cas, pas mécontent d'avoir pris celui-là dans la foulée. On va jouer aussi face aux Lakers. On est à 17-5, c'est pas mal à ce stade-là. 17-5, c'est pas mal du tout. On se fait complètement éclater la tête par les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, voilà, qui ont fait tous les deux un très bon match, ainsi que Kyle Kuzma et même DeMarcus Cousins, ça a été très bon. Allez, Orlando, équipe intéressante à voir jouer. Je regarde souvent, je suis assez attentif parce qu'il y a des joueurs que je surveille de près du côté du Magic, mais après c'est sûr que c'est pas une équipe non plus phénoménale. Elle nous a quand même foutu 107-99, donc c'est pas un début de saison où on domine réellement. En même temps, pas scandale, c'est pas un scandale. Match du côté des Pelicans dans la foulée avec pas beaucoup d'écart, mais c'est gagné. Gafford se blesse. Écoutez, on va donner des minutes. On va remettre un petit peu nos choses en place, c'est-à-dire Otto Porter qui repasse un petit peu au poste 4, Markkanen qui reprend des minutes au poste 5 par séquence, et donc on revient un peu sur une rotation initiale à ce stade-là, puisque Gafford perd ses minutes sur blessure. Victoire contre les Pacers avant d'affronter une équipe toujours intéressante. Donc Zach LaVine a fait un carton. Équipe toujours intéressante à jouer, les Rockets. Là-dessus, il y a toujours des choses à voir. Vous voyez que Zach LaVine, pour le moment, il est starter à l'Est. C'est énorme. Il est deuxième du vote des arrières derrière Ben Simmons. Donc, moi je dis, il faut que ça continue comme ça pour que Zach LaVine soit une deuxième année d'affilée starter au All-Star Game. Ce serait juste génial. Les Rockets se vengent de la finale de l'an passé et nous mettent une jolie fessée. Allez, retour de Kobe White. Enfin, on va pouvoir peut-être avoir notre effectif au complet. Ce serait pas dommage parce que Kobe White, tas de choses à voir avec lui. On espère vraiment qu'il progresse. Il a le poste de titulaire maintenant dans le 5 des Bulls. Donc c'est intéressant de voir s'il y a moyen de voir un step-up de Kobe White dans sa deuxième année NBA. On est top 3. Bon, allez, il n'y a pas non plus de scandale là-dessus. On recroise la route des Brooklyn Nets qui, cette fois-ci, avec Kevin Durant, nous mettent une jolie fessée. Retour de Gafford et catastrophe. Catastrophe absolue. Blessure pour toute la saison. Pour le moins, c'est la saison là. 6 mois, Kobe White. Ok, du coup, il faut se reconfigurer. On va repasser dans une config plus, classique quoi. C'est-à-dire, je vais terminer quand même par Thad Young et Josh Hart en sortie de banc. C'est eux qui terminent les matchs. Tiens, on va aussi re-signer Hutchison, un petit peu par anticipation par rapport à sa fin de contrat, qui n'est pas proche pourtant, mais bon, voilà. Donc je le re-signe. Et voilà, je suis repassé sur une rotation plutôt classique, un petit point. On n'a pas évolué offensivement, on est toujours 26e, voilà, t'es 27e au début de l'épisode. La défense a un petit peu progressé, puisqu'on est deuxième au lieu d'être troisième. Au niveau du pourcentage au shoot, c'est toujours la cata. Bon, ok, admettons. 25e à 3 points,
ça a un petit peu reculé même par rapport à tout à l'heure. Ok, et par contre sur les stats individuelles, on voit que Markkanen a fait un vrai bond, puisqu'il était à 13 de moyenne, et là maintenant il est à 17, hein, 17 de moyenne, donc voilà. La Markkanen, ainsi que évidemment Lavin et Carter, qui sont irréprochables, et puis par contre il y a quand même des joueurs qui produisent pas des masses, même si bon, Porter, faut être franc, on n'attend pas non plus de lui qu'il mette 25 points par match, mais voilà, il y a quand même des moyennes qui sont un petit peu qui laissent à désirer, hein, on va dire, au moment d'affronter les Bucks de Milwaukee. Je vous avais promis qu'on se recroiserait. Regardez comme c'est joli, le top 3 des votes à l'Est pour le All-Star Game. Antetokounmpo, Embiid, Kevin Durant. Moi je dis, il n'y a pas photo. C'est ceux-là qu'on a envie de voir starter au All-Star Game, bien évidemment. Pourquoi je parle du All-Star Game? C'est pas parce que je suis un gros admirateur du All-Star Game. C'est parce que je trouve ça super intéressant quand on aime le business NBA. Je trouve ça intéressant de savoir qui va être All-Star ou pas, parce que ça ouvre après des possibilités de resignature, de contrats, je dirais, à certains tarifs, hein, pour les uns ou là le contre, ou pour les autres. Donc c'est pour ça que j'aime bien surveiller qui est All-Star. C'est surtout pour l'aspect, je dirais, l'aspect business en fait. Le fait de regarder le All-Star Game ou pas, je m'en fous de l'All-Star Game. Mais par contre, savoir qui est All-Star, je trouve ça toujours assez intéressant. On fait un début de match, bon, je dirais, où Antetokounmpo a déjà montré qu'il était bel et bien présent, même si là, pour le coup, on arrive à le dissuader par des petits step back là. Tranquillou, hein. Tranquillou, le mec il enquille à 3 points. C'est Antetokounmpo Harden, hein, sur le coup. Regardez, c'est pas fini, il y a des actions genre, mais de folie quoi. Le mec est vraiment injouable. Voilà, petit fadeaway sur le côté. En même temps, la contestation de Markkanen n'est pas phénoménale, mais voilà, attention à LaMelo Ball, hein. Je vous avais dit que LaMelo Ball est un buck. Et franchement, il a des moves et tout, il est super rigolo à voir. Donc, jolie addition pour eux. Tiens, Biyombo qui arrache un rebond offensif, heureusement. On arrive à sortir indemne de cette situation. Attention, situation de contre-attaque, ça fait toujours très très mal. Incroyable. Bah voilà, c'est un adulte parmi les enfants, hein, Antetokounmpo. Mais est-ce que c'est choquant? Non. Je trouve ça pas choquant du tout. Parce qu'Antetokounmpo, et voilà, là, 3 points et tout. Bon, voilà. Il est énorme. Il est énorme. Et on reste au contact quand même, ça va. On reste au contact parce qu'on est un petit peu malin en attaque, puis on profite de 2-3 contre-attaques. Mais Antetokounmpo, il nous fait un chantier en première mi-temps, c'est juste pas raisonnable. Mais par contre, réaliste, dans le sens où Antetokounmpo est quelqu'un qui vraiment montre en NBA qu'il est capable de faire exactement ce qu'on voit là. Le mec est capable de le faire. En fait. Donc pour le coup, le jeu ne va pas beaucoup plus loin que la réalité, même si par séquence c'est un peu cheaté, mais honnêtement, gros Antetokounmpo, rien à redire. Alors, nous, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est une réponse, je dirais, un peu dans la pression. Allez, en plus, même sous pression, il met des paniers improbables. C'est mettre de la pression défensive, c'est resserrer un peu la raquette sur les pénétrations. Je prends beaucoup le contrôle du pivot. Et puis, c'est aussi essayer de gratter un peu des points comme ça, par-ci, par-là. Et puis, aussi, d'avoir un Zach Lavin qui puisse un peu scorer pour nous maintenir en vie. Donc voilà, les petites interceptions aussi, pas hésiter. Ok, on se fait contrer par Ilyasova. Le fadeaway de Markkanen, ouf, nous permet de passer devant en ce début de 4e quart-temps. C'est pas mal du tout. Après, ça dissuade. Attention à Giannis. Bonne dissuasion sur ce coup-là, de la défense. Et contre-attaque d'école menée par les Bulls qui, en plus, vont obtenir le 2+1 pour un panier hyper important parce qu'avec le lancer franc, on pourrait passer éventuellement à +6. Zach Lavin réalise un match génial. Il est trop efficace. Il a planté à 3 points quand il le fallait. Il a pénétré
comme là-dessus quand il le fallait. Et puis il est capable, en plus de le faire, mais dans des moments qui sont les moments qui tuent un match. Donc vraiment clutch le Zach. Et puis en plus on a même Porter qui s'y met, Carter Jr. pardon, qui s'est mis sur ce coup-là. Bref, garbage time, on a compris. Les titulaires sortent, ce match est remporté. On tient donc notre revanche de un petit peu plus tôt dans la saison. On s'était fait ouvrir par ces Milwaukee Bucks. On tient notre revanche et on demande juste à voir où est-ce que tout ça terminera, hein, parce que Giannis est injouable, mais quelque part le supporting cast de Antetokounmpo, celui-là par contre on est capable de le maîtriser. Moi ce que je conteste surtout c'est l'utilisation, je vais vous montrer dans un instant, il y a un écran spécial, l'utilisation de Middleton, je trouve, a été catastrophique dans ce match par les Bucks. Je trouve ça scandaleux que, voilà, Middleton, il a pris un shoot. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, si on fait le parallèle Giannis contre Lavine, évidemment, ça n'a rien à voir comme style de joueur, mais on est sur, à leur manière, 58 points encore en carrière pour Zach Lavine. On est à leur manière sur des phénomènes qui font gagner leur équipe, hein. 60 points pour Giannis, mais encore une fois, voilà, utilisation dramatique et scandaleuse de Middleton par l'IA. Je dirais presque qu'on en a l'habitude, hein, c'est pas non plus quelque chose qu'on découvre. Donc voilà, hein, la règle numéro 1 reste toujours la même. Face à une superstar indéfendable, tu fais quoi? Eh ben écoute, tu limites le supporting cast. Voilà. Le seul problème, c'est quand il y en a deux. Hein, je pense notamment à Anthony Davis et LeBron James qui sont un petit peu plus pénibles à jouer sur NBA 2K, tant mieux d'ailleurs, hein, que ne peuvent l'être par exemple Kawhi Leonard et Paul George, parce que ils ont des profils un petit peu plus similaires et quelque part, bon, on arrive à mieux s'en sortir, même si c'est pas non plus toujours évident. On voit qu'on progresse dans cette saison. Je vais aller au bout, hein. On progresse dans cette saison, on est début janvier, voilà, ça avance, on va bientôt rejouer un petit match, avant ensuite de basculer définitivement vers la toute fin de saison. En fait, il faut passer le All-Star Game. Une fois qu'on a passé le All-Star Game, on est plus ou moins sur la dernière ligne droite qui va assez rapidement. Tiens, défaite, il y a une série de défaites là, hein. La vie sans Kobe White, à mon avis, s'annonce un petit peu plus compliqué. Comme on retrouve les Grizzlies juste après, eh bien, c'est peut-être l'occasion d'essayer de prendre une petite revanche. Parce que, mine de rien, on est à 22 et 15. C'est pas génial, hein, 22 et 15. Hein. Bon, bref, à voir. À voir. Allez, Ja Morant qui ressort sur Jaren Jackson Jr. Ce duo-là est plutôt coquin. Hein. Je joue en ce moment avec les Grizzlies. Là, j'ai un My League dans lequel j'ai les Grizz et les Dallas Mavericks. Et je vous proposerai probablement une vidéo des Grizzlies dans un premier temps, avant ensuite d'en proposer une avec Dallas. Parce que mine de rien, je trouve qu'il y a des vrais chantiers pour cette équipe de Dallas. Pas du tout pour les Grizz. Hein. Les Grizzlies, c'est juste trop bon en l'état. En l'état, on se régale et c'est une équipe sur laquelle il n'y a pas besoin de faire des modifications. Alors que pour Dallas, je pense que ça se discute. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en parler. Et je dis pas ça parce qu'en ce moment, Dallas est peut-être un petit peu plus dans le dos. Vous avez vu comme il se fait partouzer au rebond, mais c'est pas possible. L'IA a eu l'intelligence de prendre Kanter comme backup pivot. Hein, et honnêtement, il me fait mal, Kanter. Quand tu rajoutes Kanter à Valanciunas, quand Kanter n'est pas sur le terrain, et Jaren Jackson Jr., ça fait un secteur intérieur là du côté des Grizz qui nous fait souffrir le martyr. Alors je suis pas un gros fan à la base de Enes Kanter. C'est pas un joueur qui me fait triper. Peut-être en premier lieu à cause de son comportement en défense. Et pour le coup, je ne le découvre pas aux Celtics. Hein. Pour moi, il est dans la ligne de ce qu'on connaît de lui. Allez, il y a un ballon important contre
Yes! Voilà. Eh ben, Zach qui nous sauve. Zach qui nous sauve une nouvelle fois. Enfin, qui nous sauve, c'est pas fini, mais au moins, c'est quand même pas mal. Vous avez vu, ils ont Carson Edwards. J'avais une faute à donner. Du coup, je l'ai faite. Pour essayer de limiter un petit peu, gêner un petit peu Jamoran dans la prise d'initiative de son dernier shoot. Ça lui a réduit, c'est passé à 7 secondes, et du coup, sur la dernière possession, 7 secondes, c'est peut-être un petit peu plus le scénario qui permet de passer en hero ball, hein, pour l'IA. Voilà, donc j'ai joué un peu vicieux. J'ai joué un peu vicieux sur ce coup-là, en donnant la faute qui restait par Chris Dunn en tentant une interception. Bon, 4ème de l'Est. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas... C'est une mauvaise période, hein, on est à 3-7 sur les 10 derniers, mais est-ce que 4ème dans cette partie-là, comme ça, ce serait pas la place des Bulls, et il n'y aurait pas besoin de s'offusquer non plus, d'être, entre guillemets, tombé si bas, même si c'est c'est pas si bas que ça, hein, dans le fond. Mais alors là, un match face aux Clippers pour essayer de voir si soit on rebondit, soit pas. Donc à voir l'histoire. Donc ça commence toujours de la même manière, hein, et on essaye de mettre en place une forme d'agressivité défensive. Et une fois qu'on a mis en place un peu d'agressivité défensive, on essaie de voir s'il n'y a pas aussi quelques systèmes qui peuvent passer. Donc c'est un peu toujours la même stratégie, hein, quelque part. Quand on est à droit, à l'extérieur, on en profite. On a toujours nos petites séquences en pick and roll. En l'occurrence, celle-ci était contrariée. J'aime bien ce que fait l'IA avec les clips, puisque c'est totalement l'IA qui a décidé de gérer les choses ainsi. Elle met... alors, j'aime pas Lennard en 4. J'aime pas du tout. Mais le fait de faire starter comme ça Terrence Mann, par exemple, est quelque chose qui me plaît bien. Je trouve ça vraiment pas idiot. Hein, Terrence Mann qui démarre, c'est vraiment pas mal. Bon, à voir, mais en tout cas ça fait un défenseur de plus qui est vraiment pénible à jouer. Nous on a Josh Hart sur lequel on peut compter pour pas mal de choses. Josh Hart est quelqu'un, allez, pour moi, de grande valeur. Il fait partie comme ça de ces joueurs des Lakers qui ont été envoyés dans le trade concernant Anthony Davis. Alors, on peut pas affirmer comme ça, oui, les Lakers ont trop donné ou n'ont pas assez donné. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui dit qu'ils n'ont pas assez donné. Satoransky serait pas mal de rentrer les shoots ouverts quand même, s'il te plaît, quoi. Il commence à me casser les noix, Satoransky, parce que je le trouve assez lent dans l'exécution de son shoot. Heureusement que Markkanen arrive, lui, à trouver une solution, était sur un panier très important qui lui permet de passer à plus 3. Donc attention à essayer de pas faire de bêtises. Yes! La vie n'était pas loin, il y avait in and out, et heureusement, derrière c'est Markkanen qui met dedans. Paul George vient réduire à 3 points de nouveau l'écart. Zach LaVine, ah là là, dommage. Mais lui, je vais rien lui dire, parce qu'il m'a rentré tellement de shoots clutch depuis le début de cette partie qu'il y a strictement rien à dire à Zach LaVine, vu tout ce qu'il rentre. Allez, on est toujours devant, mais il faut pas faire de bêtises sur la possession. 44-43, on va essayer peut-être de prendre un pull-up. Excellent, en ayant appelé un écran de Carter. C'était exactement le jeu de prendre ce type de shoot avec Zach LaVine qui est clutch, hein, on peut le dire. Il y en a un autre qui est clutch, c'est Paul George, et derrière ça va aller sur la ligne pour une séquence de lancer franc. Alors Chris Dunn n'est pas très bon au lancer franc sur la note intrinsèque dans le jeu, mais il n'empêche. Alors par contre le shoot là par Terrence Mann, c'est complètement craqué, parce que c'est pas à lui de prendre ce shoot là. Donc Chris Dunn, en fait, je maîtrise sa gestuelle par habitude de jouer avec lui, même si c'est pas dans l'absolu un super shooter de lancer franc. On voit que notamment à 3 points, ça a été une catastrophe pour les Clips. On les a bien défendus. Oui, Kadeem Allen aussi a été pas mal, hein, du côté des Clippers. Et puis derrière, il y a toujours nos petites habitudes, hein, de clutchitude
de Zach LaVine. Donc on s'en sort à l'expérience sur les 2 derniers matchs que je vous ai proposés. Le match suivant, je l'avais joué, mais avec les Kings, et je les ai ouverts en 2, mes petits Bulls. Horrible, horrible. Je voulais montrer à l'épisode 4 la manière dont on avait séquencé les Bulls. C'était horrible. À l'intérieur, une tuerie totale. Donc, ok, dans la foulée, simulation du côté des Nuggets. Décidément, on enchaîne les matchs contre mes équipes et on se fait désosser. En plus, il y a les Knicks aussi de 21 janvier, là, juste après, dans pas longtemps. Réception des Nets. On va simuler pour voir. On se fait complètement, là encore, désarticuler. D'accord. Allez, réception des Knicks, elle arrive. Est-ce qu'on va être en mesure de réagir? Oui, oui, c'est un miracle. Miracle avec record en saison de Carter Jr. sur ce match-là, 27 points. On passe ensuite à Toronto. Toronto qui est pas playoffable à ce stade-là de la saison. Qu'est-ce qu'ils ont fait Toronto comme mouvement réellement par rapport à l'équipe qu'on connaît? Pas énormément. Pas énormément de mouvements. Simplement, il y aura un trade un tout petit peu dans ces eaux-là. Là. Un trade qui amène Saïd Biyombo en échange de Anunoby, puisque j'avais fait ce trade-là avec les Kings. Mais sinon, à part avoir perdu Gasol, les Raptors n'ont pas fait de gros mouvements à l'intersaison. Donc bon, peut-être qu'on comprend un petit peu qu'ils aient du mal à l'Est, même si la saison d'avant ils avaient été en playoff, mais de très peu. Vous avez vu Zach LaVine, il est starter au All-Star Game pour la 2e année d'affilée, c'est énorme. Il tourne à peu près à 25, allez, 25, 4 et 3 environ. Et puis surtout, il peut se targuer d'un quasiment, il est quasiment en 50, 40, 90. Hein, vous savez, c'est le fameux truc 50% d'adresse globale, donc 50% d'adresse au shoot au général, car plus de 40% à 3 points, à l'image de ce shoot, quasiment, il est quasiment à 90 en fait au lancer. Hein. Donc c'est assez énorme la contribution de Zach LaVine. Bon, pour moi, dans la partie, hein, je me prononcerai juste après, je vous donnerai mon maigre avis IRL, mais dans la partie, Zach LaVine mérite tous les jours d'être All-Star. Il est voilà, franchise player d'une équipe qui est top 4 de la conférence Est, avec de bons pourcentages, avec en plus des paniers clutch, avec une bonne moyenne globale de points, un PER je crois au-delà des 22 vers là, à ce stade-là de la partie. Donc Zach LaVine mérite tous les jours d'être All-Star. Peut-être pas starter, mais en tout cas All-Star. Donc en tout cas lui, le jeu a réglé le problème, il est carrément starter. Donc il y a eu, faut dire, il y a eu aussi des petites blessures par-ci, par-là. Toujours est-il que on se retrouve ici, voilà, dans un match où... Mais finalement, c'est pas si évident que ça. Pourtant, c'est Charlotte. Vous allez me dire, Charlotte, comment ça c'est pas possible de pas les désosser. Bah si, c'est possible. Et on va s'en sortir en 4e quart-temps. Faut dire, j'ai très mal joué ce match-là. C'est marrant, hein. Il y a des fois où on joue plus ou moins bien. Très mal joué. Je me suis dit, ouais, ça va être facile, c'est Charlotte. Je crois que j'étais en train de reprendre plus ou moins la manette depuis quelques jours que j'avais pas joué avec les Bulls. Et de ce fait, petit moment de réadaptation, Malik Monk qui fait un festival dans ce match-là et que j'arrive pas à stopper réellement. Toujours est-il que, allez, on a notre bilan qui continue à se stabiliser top 4, ce qui est encore confirmé par une victoire là contre le Jazz. On reçoit les Phoenix Suns dans la foulée. Voilà, une victoire, c'est très bien, on est plutôt sur une bonne série. Dernièrement, 9 février, déplacement du côté des San Antonio Spurs qui nous mettent 20 points. Bon, on nous propose des trades. J'aurais pu sincèrement envisager la question de Otto Porter trader parce qu'il est expirant. J'aurais vraiment pu le faire. Mais je me suis dit que j'étais pas tout à fait décidé à m'en séparer et que surtout je voulais pas modifier l'équipe. J'ai déjà fait un trade un peu plus tôt dans la saison, hein, vous l'avez vu à l'épisode précédent, où j'avais envoyé
Cornet, qui me servait à rien, mais qui servait beaucoup mieux aux Pelicans. En échange de Josh Hart, j'avais aussi filé un tour de draft. Donc, je pense pas que c'était opportun de trader le contrat expirant de Otto Porter. Maintenant, franchement, ça aurait été une option. J'aurais vraiment pu le faire. Ça aurait eu du sens. Pour le coup, ça aurait été réaliste avant la trade deadline d'essayer de trouver. Mais c'est presque plus parce que je n'ai pas trouvé de trade réaliste pour ce qui est de trouver quelqu'un en échange. Ou alors un trade à plusieurs, mais j'ai pas envie de démanteler mon roster. Tiens, on met une avoine aux Cavaliers. Du coup, voilà. Faute de solution évidente, je n'ai préféré ne pas bouger. Et je me suis dit, de toute façon, ça libère. Au pire, soit on le conserve, soit surtout, et donc il faudra le re-signer à l'été, soit on ne le re-signe pas, et à ce moment-là, ça fera du cap space, surtout qu'il y a aussi le contrat de Felicio qui termine à l'été 2021. Pour les Bulls, l'été 2021, c'est un été où l'on respire, où il va y avoir beaucoup de cap space. Ça tombe plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal de superstars sur le marché. Donc si vous voyez ma pensée, il y aurait moyen de renforcer cette équipe avec une jolie superstar. On pourrait voir un peu ce qu'on pourrait considérer comme réalisable dans le scénario de la partie. Quand je me projette, je me dis, ben, en fait, Kawhi, j'ose pas le bouger des Clippers, dans le sens où il est rentré chez lui. On a compris pourquoi il est rentré à Los Angeles, qu'il voulait rentrer chez lui. Et Paul George, c'est un peu pareil. Paul George, il est rentré chez lui. Je parle d'ailier, bien sûr. Vous avez compris pourquoi je parle d'ailier, c'est parce que je convoite, je me demande qui est-ce que je pourrais recruter du côté des Bulls. Je sais pas, il va falloir trouver quelque chose où on attire comme ça un ailier, soit via un trade. Il nous reste des tours de draft, il nous reste pas beaucoup de joueurs à échanger par contre, mais il nous reste des tours de draft. Et donc soit par un trade on peut attirer comme ça un joueur, par exemple vous avez une équipe qui dégraisse et qui se débarrasse d'un contrat qui l'embarrasse, pour peu que le joueur nous apporte quelque chose. Je vais pas le faire, mais par exemple un Harrison Barnes aux Kings, voilà. Les Kings pourraient dire voilà, mais maintenant on en a ras-le-bol de Harrison Barnes, on va mettre fin à cette histoire-là, on envoie contre un tour de draft et peut-être un jeune joueur, et puis voilà, c'est réglé. Bon, ça pourrait, mais le problème c'est que entre Otto Porter et Harrison Barnes, bah honnêtement, je peux pas dire qu'il y en a un des deux que je trouve vraiment meilleur que l'autre. Il y en a un qui est plus scoreur, l'autre qui est légèrement plus défenseur. Mais il faut le dire vite, quoi. On n'est pas sur l'élite de la NBA au niveau des postes d'ailier. Donc ailier qui peut jouer 4 aussi, c'est intéressant quand même, parce que ça m'arrive assez souvent d'aligner Porter en 4. Mais en tout cas, c'est le profil en fait que j'aimerais. C'est un 3 qui peut quand même éventuellement jouer 4, qui est un petit peu dur défensivement, mais qui... en fait, je cherche un autoporteur plus. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Je lirai ça, comme toujours, avec intérêt. Allez, ça se précise, on est encore à une dizaine de matchs de la fin. On va pouvoir terminer cette régulière. Je simule, du coup, pour essayer de raccourcir un petit peu la durée de la vidéo, parce que si je joue trop de matchs, ça fait des vidéos un petit peu trop longues. Voilà, là on va être autour de la quarantaine, ça va 40 minutes, mais peut-être pas faire à chaque fois 1 heure. En tout cas, c'est un format que j'ai plus pour les Spurs. Mais là pour ce My League avec Bulls, Kings, Nuggets et compagnie, je préfère raccourcir un poil la durée des épisodes, sauf pour les Wolves ou sauf pour les playoffs. Dans pas longtemps, alors qu'on voit que là, on rebat les Sixers, quoi. Mais c'est énorme. On va avoir le tiebreaker sur les Sixers, parce qu'on voit que c'est très serré au classement. Ils ont actuellement 2 matchs et demi de retard. Ce qui veut dire qu'on est plutôt au solide 3e. Mais vous allez voir que ça se passe pas aussi simplement, d'autant plus qu'on bat les Knicks. C'est énorme. Donc là, sauf effondrement, on termine top 3. On termine top 3 au terme d'une saison où on n'aura pas eu Kobe White. Kobe White, je crois, il aura joué 15 matchs en tout, quoi.
Donc c'est important pour nous, Kobe White, c'est comme un peu notre meneur titulaire, hein, quelque part. Donc voilà, match contre les Raptors, on gagne, très bien. S'ensuit un déplacement aux Pacers. Attention aux Pacers, une équipe qui réussit pas génialement dans la partie, mais qui est quand même capable de battre un peu tout le monde sur un match. Réception d'Atlanta. Atlanta 31-49, c'est pas un super bilan, hein. C'est pas sur un super bilan, mais oh là 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 là, on passe à travers. On se noie totalement. Quel est l'enjeu du dernier match? On est à 49 et 32 égalité avec les Sixers. Je vous ai dit, on a le tiebreaker. Il faut battre les Raptors. Et là, je me dis, allez, si tu le joues, c'est trop facile. On va simuler que cette équipe des Bulls, elle aille là où elle doit aller, hein, au classement. Donc, c'est parti. Et on se fait taper d'un point. C'est horrible. C'est d'une cruauté sans nom. On termine quatrième parce que les Sixers ont gagné entre temps. Je ne vous montre pas le classement parce qu'il y a un épisode des Knicks et je ne veux pas tout dévoiler. L'épisode des Knicks, c'est le truc que je vais vous sortir juste après cette vidéo-là, en fait. Voilà. Dans la journée qui suit, en fait. Donc, sur les évolutions, il n'y en a pas des masses. On peut juste voir qu'on a dégringolé offensivement cette saison. On a un petit peu amélioré, allez, on va dire, les pourcentages de rebonds défensifs. L'adresse à 3 points est un peu améliorée. Zach LaVine termine third NBA All Team, donc troisième team NBA, c'est pas mal. Donc, on va aborder les playoffs dans quelques temps. Je vous montrerai tout ça. Et puis donc voilà, prochaine sortie, c'est du Knicks. Et puis j'essaierai de regrouper tous les playoffs à l'Est en un seul épisode. Bulls plus Knicks, ce sera donc dans un futur relativement proche. Il y aura eu aussi fin de saison régulière à l'Ouest. Entre-temps, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore, vous qui regardez mes vidéos et qui commentez parfois. Et puis c'est toujours sympathique de lire ça et de vous répondre et de discuter un petit peu. À très bientôt. Bye bye.